Bon, en tout cas, j'introduis la table ronde. De toute façon, vous avez le sujet. L'idée, on va parler pendant 1 heure des impacts des énergies renouvelables sur la biodiversité et comment les réduire au maximum, notamment en s'inspirant des exemples de parcs naturels régionaux et d'aires protégées. Alors bien sûr, il y a beaucoup d'autres facteurs qui impactent la biodiversité et sûrement de manière beaucoup plus importante que les énergies renouvelables. Mais voilà, les installateurs d'éoliennes, de centrales solaires, ils essayent de faire de leur mieux pour réduire ces impacts. On va voir comment et on va s'inspirer des exemples dans les parcs naturels régionaux. Et pour cela, on a la chance d'avoir 4 experts de ce sujet. Donc j'appelle à cette table ronde Robin Dixon pour France Renouvelable, Thomas Aiglin pour l'ADEME, Philippe Moutet pour la Fédération des parcs naturels régionaux et Bertrand Schatz, directeur de recherche au CNRS. Donc nous avons la chance d'avoir un représentant du monde de la science, un représentant des parcs naturels régionaux, un représentant des opérateurs d'énergie renouvelable et un représentant de l'Agence de la transition écologique pour le compte de l'État. Donc là, je crois qu'on a le bon panel. Je vais me mettre ici, je pense. Oui, non, mais allez-y, allez-y. Non, mais très bien, mettez-vous comme ça. Et voilà. Vous serez plus à l'aise. Alors, tout le monde a son casque. C'est parfait. Il y a aussi une traduction disponible en anglais et ensuite il y aura 5 minutes de questions-réponses et si vous avez des questions à poser en anglais, elles seront traduites vers le français. Voilà. Alors, nous allons commencer donc cette table ronde avec Philippe Moutet pour les parcs naturels régionaux. Déjà, comprendre qu'est-ce que c'est que les parcs naturels régionaux, si vous pouvez nous en dire 2 mots. Et puis également nous parler de la charte des parcs en fait, qui est un des outils qui permet l'intégration des énergies renouvelables dans ces parcs. Alors je vous présente plus précisément Philippe Moutet. Vous êtes responsable énergie, climat, adaptation carbone et architecture pour la Fédération des parcs naturels régionaux en France. On peut avoir la première slide s'il vous plaît. Alors attendez, je vais vous la mettre. Voilà. Bonjour à tous. Alors, il n'y aura pas 25 slides me concernant, j'ai fait dans le sobre. Vous aurez la carte des parcs, ça permet juste de situer le réseau des 59 parcs naturels régionaux, hein, qui représentent 18 à 19% du territoire et qui sont des aires protégées au sens de l'IUCN, avec différents degrés de protection dans ces périmètres. Donc la question des énergies et de l'énergie dans sa globalité, des énergies renouvelables, elle est fortement présente dans les parcs depuis 2000, en fait, depuis la sortie des premiers documents d'orientation. À l'époque, c'était sur l'éolien. C'est une question qui nous interpelle parce que simplement, au jour d'aujourd'hui, les énergies renouvelables sont présentes effectivement dans tous les PNR, avec des déclinaisons diverses et variées, avec des problématiques qui ont amené depuis 2000 l'ensemble des parcs et la fédération à se positionner sur ces différentes énergies et à inscrire dans ces documents d'orientation que vous avez évoqués, la charte de parc notamment, une stratégie pour le parc en matière d'énergie. Donc très concrètement, ce qu'il faut retenir dans ce que je viens de dire, c'est que c'est déjà une réalité, même si on est des aires protégées, que bien entendu, on n'est pas à réclamer toutes les ENR dans les aires protégées. On est à la base des aires protégées, on souhaite que ça le reste, mais néanmoins, c'est une réalité effective qu'on gère. Je vous ai parlé des typologies, on a toutes les typologies d'UNR. Et donc très rapidement, la fédération, comme les parcs, ont été amenés à se doter de positionnements. Donc au niveau de la fédération, on a des positionnements nationaux sur le photovoltaïque dans toutes ses formes, sur la méthanisation, l'éolien, la biomasse, etc. Donc le lien entre ce sujet-là et les parcs, il est fort. Ce qui ne veut pas dire, comme je vous l'ai dit, qu'on souhaite accueillir l'ensemble des ENR. Mais nous, ce qu'on souhaite, c'est que 6 projets il doit y avoir dans les périmètres de parcs, les développeurs et les services de l'État ou région qui accompagnent ces projets prennent en compte le travail qui a été réalisé par nos parcs à travers la charte, où on a des enjeux précis, où on a aussi des notes d'orientation qui peuvent tout à fait servir aux développeurs sur les enjeux de biodive, de paysage et sur la dimension aussi ancrage économique dans le territoire. Et si on arrive à ça, ça permet normalement à un développeur soit de changer son projet, soit de le développer, mais de manière cohérente.
Et plutôt qu'un handicap, ça peut être un atout de prendre en compte les préconisations d'un territoire, y compris en matière paysagère que je n'ai pas mentionné. La question de la biodiversité est pour nous particulièrement importante parce que le paysage, c'est le premier réflexe qu'on a sur les ENR. Souvent, la majorité des réactions sont pour ou contre à travers l'impact paysager. Nous, il nous semble que la biodiversité est un sujet extrêmement important aussi, qui est à travailler. Et c'est pour ça aussi on est engagé dans un programme européen autour de la relation biodiversité et énergie renouvelable. Effectivement, nous en parlerons. Et donc, ces chartes, ce sont des documents qui sont valables 15 ans. La charte de parc est un document. Les parcs reposent sur la concertation. On n'a pas de pouvoir coercitif supplémentaire par rapport aux collectivités qui nous composent. Et c'est un projet original qui a été créé en 1967 qui repose sur la concertation et la co-construction avec l'ensemble des acteurs du territoire. Donc la charte, elle dure 15 ans, ce qui ne correspond pas au temps des élections ou autres. C'est un projet long. Puis 15 ans pour un territoire, c'est une échelle raisonnable. Et surtout, la charte est soumise à enquête publique. Elle est présentée. Et donc c'est un document qui n'est pas construit dans un petit cénacle particulier, qui est vraiment le fruit d'échanges avec les acteurs du territoire. Et c'est ce qui donne aussi sa valeur à ce document. Merci beaucoup. Je souhaiterais passer la parole à Thomas Aiglin. Donc Thomas Aiglin, vous êtes coordinateur du pôle sol, paysage, impacts environnementaux et énergie renouvelable à l'ADEME, donc l'agence de la transition écologique. Thomas Aiglin, alors est-ce que vous pouvez nous parler de l'Observatoire des énergies renouvelables et de la biodiversité? Parce que je crois que l'ADEME mène des actions avec les parcs naturels régionaux, peut-être en lien dans le cadre de cet observatoire, mais déjà vous pouvez nous expliquer l'objet de cet observatoire, puisqu'il a été créé cette année sous l'égide de l'ADEME et de l'Office français de la biodiversité. Et quel lien y a-t-il, faites-vous, avec les parcs naturels régionaux et les énergies renouvelables, bien sûr? Ça marche. Ouais, bonjour à tous. Juste pour repositionner aussi l'action de l'ADEME sur les énergies renouvelables, vous nous connaissez dans l'accompagnement de projets, notamment tout ce qui est relatif à la chaleur renouvelable ou à la méthanisation, et puis en expertise sur les filières éoliennes, enfin électricité. Et on développe aussi des réseaux de conseillers dans les territoires. Et récemment, depuis quelques années, il y a plusieurs sujets qui montent, et notamment l'intégration dans les territoires des énergies renouvelables, comment on traite la question de prise en compte de la biodiversité, comment on prend en compte la question des paysages, et puis aussi la question de l'artificialisation des sols, qui sont des sujets intrinsèques au déploiement de ces filières-là. Et donc on a développé un certain nombre de partenariats, et ça se concrétise récemment avec la mise en place de l'Observatoire des énergies renouvelables, de la biodiversité, et je rajouterai des sols et des paysages, parce que c'est bien dans les missions de l'Observatoire, et qui a été créé par la loi d'accélération de production des énergies renouvelables en 2023, et le décret qui fixe les missions de l'Observatoire est sorti en avril 2024. Et donc, pour préciser aussi, cet observatoire a l'intérêt d'associer deux agences, parce que nous, on n'est pas compétents sur la biodiversité, il faut le dire. On est l'agence de la transition écologique, mais on n'a pas l'expertise ni les missions sur la biodiversité. Donc on est associé à l'Office français de la biodiversité. Et l'idée de cet observatoire, c'est d'apporter en fait des connaissances objectives à l'ensemble des acteurs sur les impacts que peuvent avoir des projets ENR, et aussi sur l'efficacité des solutions d'atténuation. Donc on a 3 axes dans cet observatoire qui ont été définis dans le décret. Et ce premier axe porte sur ce bilan des connaissances et sur l'efficacité des mesures ERC. Et l'idée, c'est de s'appuyer à la fois sur la littérature scientifique, donc Bertrand pourra en parler, mais c'est clé. Il faut développer les connaissances scientifiques et pour objectiver les impacts, parce que c'est compliqué d'évaluer ces impacts et les solutions d'atténuation. Et puis sur les données recueillies par les développeurs, Robin pourra dire, il faut aussi voir comment on peut valoriser ce type de données-là, qui sont recueillies à grande échelle sur l'ensemble des projets. Donc ça, c'est le premier axe, et c'est l'axe de départ de cet observatoire. Et on s'est dit, ça ne peut pas suffire. Une fois qu'on a ces connaissances qui sont apportées, il faut apporter aussi des outils pour transférer. Parce qu'on voit des impacts, on voit l'efficacité des mesures, mais comment on se les approprie sur les territoires. Et du coup, on a développé, là je vais passer au troisième axe, un axe de transfert qu'on va appeler un centre national de ressources, qui va être plus mis en place au sein de l'OFB. Donc il est en cours de développement, on a quelqu'un qui vient d'être recruté, avec trois sujets. Mettre en place un site web. Donc il y a un premier site web, mais il sera amélioré prochainement, pour mettre à disposition toute la littérature scientifique, les guides pédagogiques
On a un LinkedIn là, qui a commencé à être mis en place. Certains sont abonnés. On a à peu près 1000 abonnés, mais il faut continuer à s'abonner. On a une deuxième mission dans cet axe-là, c'est de développer des guides techniques, d'impliquer les acteurs, les scientifiques, les bureaux d'études, les développeurs dans la rédaction de guides techniques qui puissent permettre d'améliorer les projets. Et puis, un troisième point qui me paraît important, et puis là je ferai le lien avec Philippe, on pense aussi qu'il y a besoin de lieux de débat. Et donc on a un axe où on veut développer ce qu'on appelle un agora, ça veut dire des séminaires, des lieux d'échange pour partager en fait sur ces guides techniques, sur ces connaissances et comment elles peuvent être appropriées et donc développer du retour d'expérience. Et c'est là où notre partenariat avec les parcs naturels régionaux prend toute sa place. Philippe, tu pourras développer. Mais dans le cadre du projet financé par l'Europe, l'idée c'est de fédérer les aires protégées pour faire remonter des questions qui se posent en termes de développement d'énergie renouvelable sur leur territoire, comment ils les prennent en main et ce dont ils auraient besoin, et là aussi où ils identifient les meilleures pratiques. D'accord, c'est justement parfait parce qu'on va en parler tout à l'heure des premiers retours du programme LIFE dont vous parlez. J'aimerais entendre maintenant Bertrand Schatz. Alors, vous êtes directeur de recherche au CNRS. Vous êtes spécialiste de la pollinisation. Je crois que vous animez aussi une équipe de recherche sur ce thème. Et vous êtes membre du CNPN, le Conseil national de la protection de la nature, qui donne son avis sur beaucoup de projets, en particulier les projets d'énergie renouvelable. Voilà. Est-ce que je dis que vous avez fait beaucoup parler de vous, le CNPN, avec son autosaisine sur la politique de déploiement du photovoltaïque et ses impacts sur la biodiversité, qui fait beaucoup de débats, qui agite beaucoup le monde des énergies renouvelables. Alors, Monsieur Schatz, est-ce que vous pouvez nous parler des principales causes du déclin de la biodiversité dans le monde et en France, et finalement, les énergies renouvelables, elles se positionnent comment parmi toutes ces causes ? Merci. Bonjour à tout le monde. Les causes de la biodiversité, c'est avant tout la dégradation et la destruction des habitats naturels. Tout ce qui est lié aux activités humaines, donc changement climatique, les pollutions, tout ce qui est espèces invasives. Il y a beaucoup de liens avec l'agriculture, notamment en Europe, où, par exemple sur la question des pesticides, qui impactent beaucoup la biodiversité à différentes échelles. Et dans ce paysage assez négatif, les ENR viennent comme une cause supplémentaire. Par exemple, on parle d'un besoin de déploiement sur 100 000, 150 000 hectares en France. Pour l'instant, il y a encore peu de solutions pour certains groupes taxonomiques. Je pense au sol, je pense aux pollinisateurs, je pense à la faune volante. Il y a encore peu de solutions. Donc c'est une cause supplémentaire de dégradation d'habitat. D'accord. Quand vous parlez de 150 000 hectares, vous parlez de toutes les énergies renouvelables ou vous parlez du photovoltaïque. Du photovoltaïque en particulier. D'accord. Merci beaucoup. Robin Dixon, donc vous êtes chargé de mission environnement et planification pour France Renouvelable, anciennement France Énergie Éolienne pour ceux qui connaissent. Et cette association donc, fait la promotion et la défense des énergies renouvelables électriques en France. Alors Robin Dixon, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'on sait déjà de l'impact justement des éoliennes et des centrales solaires sur la biodiversité ? Oui, alors peut-être pour commencer déjà sur le pourquoi on fait des énergies renouvelables, pas simplement pour le plaisir, on va dire. Aujourd'hui, la nécessité qu'on a, c'est d'atteindre la neutralité carbone le plus rapidement possible. Ça passe par la transition énergétique, donc sobriété, efficacité, donc ça concerne principalement les usages qu'on a derrière, et le développement d'une production de l'électricité bas carbone, que ce soit renouvelable ou nucléaire, avec des temps de déploiement qui sont différents selon les énergies, dans des proportions importantes pour se substituer à un mix énergétique qui est aujourd'hui en France encore aux 2/3 carboné. C'est-à-dire qu'on regarde notre mix énergétique, il y a encore 2/3 qui provient du pétrole, du gaz, de toutes ces variations. Donc on a un besoin de déploiement qui est fort pour en quelques ordres de grandeur d'ici 2035. Pour le photovoltaïque, on doit multiplier par 5 la capacité installée. Donc on est à peu près aujourd'hui à 20 gigawatts. Fin d'année dernière, on était à 20 gigawatts. On doit atteindre entre 75 et 100 d'ici 2035.
Pour l'éolien terrestre, on est à peu près à 20, 22. On est à 24,5 maintenant. Oui, bon, si on compte, j'ai séparé l'offshore et le terrestre, mais effectivement. Et on doit faire à peu près x2 pour l'éolien terrestre. Et pour l'éolien en mer, le chiffre c'est x12, mais c'est parce que l'éolien en mer a une planification qui est différente. Donc on a des gros besoins de déploiement d'énergie renouvelable et surtout des trajectoires qui doivent être maintenues pour l'éolien terrestre, voire accélérées pour les autres ENR, afin de se tenir aux objectifs qui sont prévus. Donc ça c'est le premier point. Ce qu'on connaît des impacts aujourd'hui, au niveau de l'éolien, les impacts c'est principalement sur la faune volante, avec d'une part un risque d'effet barrière, qui est très lié aux endroits où on peut installer les parcs éoliens et à la configuration des parcs. Et le deuxième point, c'est le risque de collision avec la faune volante, qui est évidemment lié aussi à ce choix du site d'implantation, et aussi aux mesures qui peuvent être mises en place sur les éoliennes, à savoir les mesures de bridage. Donc le bridage, c'est quand on arrête l'éolienne pendant une période de temps, pour notamment les périodes où il y a le plus d'activité. Que ce soit du bridage dit statique, donc qui est prévu à l'avance, ou du bridage dynamique avec des systèmes de détection. Donc ça c'est pour l'éolien. Et pour le photovoltaïque, les principaux effets, ça va être en lien avec l'effet de l'ombrage sur la végétation, l'effet de la perméabilité des centrales, notamment lié à la présence de clôture pour les centrales non agrivoltaïques, pour laisser passer le plus possible, autant que possible, la faune, et l'effet également de l'emprise au sol. Toutes ces variations, tous ces effets-là sont très dépendants, d'une part, encore une fois, du site où on implante et de la configuration de la centrale, c'est-à-dire le type de panneau qui est choisi, l'interrang entre les différentes rangées de panneaux, la hauteur des panneaux, tout ce qui peut laisser davantage de lumière atteindre le sol est évidemment favorable. Et tous ces effets-là, aujourd'hui, sont très étudiés. On a compté à peu près en tout en ce moment 70 programmes de recherche sur les énergies renouvelables et la biodiversité. C'est beaucoup plus qu'il y a quelques années. On a vu une vraie accélération de ce côté-là et c'est une bonne chose. Notamment parce que l'ADEME et l'OFB ont été un important moteur de ce changement-là. Et voilà, l'effet sur la biodiversité doit être mesuré sur l'ensemble des projets, pas uniquement sur l'impact brut que je viens de donner, mais également sur ce que permet un projet d'énergie renouvelable en termes de financement de mesures supplémentaires. Là-dessus, alors je vous invite. On en parlera peut-être plus tard, toutes les mesures qui peuvent être prises. Exactement. Et juste un dernier point, juste sur l'amélioration de la connaissance des impacts des solutions. C'est un gros levier aujourd'hui. À titre on avait besoin de quelques chiffres clés. Les filières ENR, éolien et solaire, dépensent chaque année 40 à 50 millions d'euros pour la biodiversité, pour l'étude et la mise en place de solutions. Ce qui est beaucoup, c'est déjà une bonne chose, c'est de l'argent qu'on n'aurait pas sans les ENR. C'est l'équivalent de 2000 emplois à temps plein sur la biodiversité. Et c'est le premier contributeur en termes de données publiques de biodiversité. Donc c'est aussi des chiffres importants à rappeler. Alors, j'aimerais bien, mais en fait, donc, je vais passer la parole à Philippe Moutet pour les parcs naturels régionaux, mais ensuite je serais intéressée d'entendre quand même, mais plus tard, Bertrand Schatz sur tout ce qui vient d'être dit, parce que j'imagine, en tant que scientifique qui suivait de près toutes ces questions, vous avez aussi votre avis. Mais avant, on va entendre Philippe Moutet de la Fédération des parcs naturels régionaux. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de PNR, de chartes qui intègrent justement bien les énergies renouvelables et qui essayent de protéger la faune, la flore, voilà, des retours d'expérience. Juste avant, si je peux me permettre une petite réaction, les 50 millions pour la recherche, c'est important, hein, c'est pas de... Mais en même temps, on dit c'est grâce aux ENR, mais en même temps, comme c'est 50 millions qui vont aller sur de la recherche sur l'impact sur les ENR, à la rigueur, s'il n'y avait pas d'ENR, il n'y aurait pas besoin de 50 millions pour faire de la recherche. Je fais exprès, je taquine un petit peu, mais voilà, c'est pas non plus un flux qui arrive en plus. Moi, je voulais souligner qu'on a besoin de recherche, et même au-delà des ENR, hein, dans les parcs, et que ça pose quand même la question, mais Bertrand Schwartz sera meilleur que moi, des moyens qui sont donnés à la recherche pour la faire. Parce que ce soit de côté des développeurs, des territoires ou de l'ADEME, on a besoin aussi d'avoir une recherche qui soit capable de donner des réponses. Et en plus, on fait de la recherche dans le temps long parce que les impacts, les mesures sont longues. Et rappelez aussi que le temps de la recherche et le temps du déploiement technique n'est pas le même. Et que souvent, les projets arrivent, alors ce n'est pas de la faute des développeurs du tout, hein, mais le temps de la recherche va moins vite. Et on parlait tout à l'heure des réactions dans les parcs. Par exemple, aujourd'hui, la grosse actualité,
c'est l'agrivoltaïsme pour les années qui viennent. C'est très compliqué d'avoir du recul là-dessus. Et puis un point qui reste aussi pas mal en suspens, la recherche commence, je crois, cette année avec la Compagnie du Rhône notamment, c'est le solaire flottant, où nous, dans nos positionnements, on a eu beaucoup de mal à pouvoir poser des éléments scientifiques parce qu'on n'avait pas de retour. Donc je pense qu'il faut quand même rappeler que dans l'intérêt de tout le monde à cette table, des moyens pour la recherche me semblent être importants. Et c'est pas pour être gentil avec mon voisin, c'est qu'on en a besoin, nous, et je pense tout autant que les développeurs d'ailleurs, c'est pas que les territoires. Oui. Pour en revenir aux exemples de parcs. Donc énergie renouvelable, je vous le disais tout à l'heure, c'est arrivé vers 2000 majoritairement avec plutôt de l'éolien, avec une approche qui était un peu radicale à l'époque, c'était le début, et avec, pour les parcs, on n'était pas désemparés, mais on n'avait pas eu l'opportunité préalablement, comme tous les territoires, de se poser la question des ENR, puisqu'il n'y en avait pas, donc voilà, on essaye de résoudre les questions qu'on a à se poser déjà, et très rapidement, donc il a fallu réagir et construire des idées. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, on va regarder les enjeux des parcs en matière de paysage, de biodiversité, de développement économique. Un point important, c'est l'agriculture. Ça peut perturber énormément le modèle agricole et c'est aussi un sujet important. Et on a dit on va éditer des documents qui, d'une certaine manière, sont destinés aux communes et aux développeurs pour leur dire comment un projet peut éventuellement se développer. Je prendrai l'exemple du parc des Caps et Marais d'Opale. Donc c'est le parc le plus au nord de la France. C'est vers Boulogne-sur-Mer pour vous situer une commune. Très tôt, ils ont sorti un schéma éolien. Donc je vous parle de ça, 2012, c'est pas hier matin, où ils ont croisé les obligations réglementaires que les développeurs connaissent sur l'armée, enfin je vous en épargne. Et puis ils ont croisé aussi les enjeux qui ne sont pas réglementaires, mais qui notamment en matière de paysage et de biodiversité font l'identité du territoire. Et ces documents étaient mis à la disposition de l'ensemble des développeurs, des communes aussi, des collectivités. Les développeurs sont rarement tout seuls, il faut aussi qu'il y ait... Est-ce qu'ils s'en sont emparés, les développeurs ? Et alors du coup, ils s'en sont emparés. Ce qui est intéressant, c'est que ça a été pris aussi en dehors du parc. Parce que dans les parcs, on a aussi une mission de transfert et d'expérimentation. Alors après, dire qu'il y a d'autres communes qui ont utilisé ces... qui n'étaient pas dans le périmètre du parc, mais qui s'en sont servis. Après, on est dans la vraie vie, c'est pas Disneyland. Il y a aussi des développeurs qui s'en emparent pas. Il y a aussi des communes qui prennent pas en compte. Voilà, on est dans le monde réel. Un autre exemple qui me semble intéressant, c'est le parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée. Un parc naturel régional qui a été créé avec des éoliennes existantes. C'était le premier parc qui avait effectivement de l'éolien présent. Donc il a été créé là-dessus, ce qui voulait dire qu'il n'y avait pas forcément une antinomie totale entre la présence de NR et la création d'un parc. Néanmoins, ce parc a édité un guide, une charte énergie renouvelable à destination notamment des développeurs, qui leur donne tout un cadre pour finalement être en cohérence avec la préconisation du parc. Et nous, le message principal qu'on passe bien souvent tous les parcs, c'est dans les projets de développeurs, alors si vous n'êtes pas dans les parcs, on ne vous engueulera pas, mais si vous y êtes, c'est de contacter le plus en amont le parc, parce qu'on va vous donner des éléments qui pourront même vous faciliter le travail, si je me mets côté business, qui vous éviteront de développer un projet qui est voué à avoir des soucis. Et trop souvent, les projets nous arrivent, ils sont déjà tellement construits côté développeurs que les marges de manœuvre sont trop faibles. Donc voilà 2 exemples assez concrets où il y a des documents existants et dans tous les parcs naturels régionaux, vous disposez sur différentes énergies de positionnement. Et dans le parc naturel régional de la Narbonnaise, les développeurs ont suivi les lignes de la charte en termes de nombre d'éoliennes, etc. Ils l'ont suivi. Alors, ils étaient déjà préexistants, mais ils l'ont suivi. Puis là, aujourd'hui, on est dans une phase un peu cruciale sur l'éolien, puisqu'on arrive à une phase de repowering, que je pense que Robin en parlera mieux que moi. Mais cette phase-là, elle change les dimensionnements des éoliennes. Et du coup, dans le Haut-Languedoc, par exemple, avait été mis en place une gestion de l'éolien, il y a 300 mains à peu près. Tous ces calculs avaient été basés sur 125 mètres de haut. Aujourd'hui, le repowering remet tout ça en cause. Ça réveille à la fois les appétits et les hostilités. Donc moins d'éoliennes, mais plus hautes, en fait. C'est ça. Et le parc doit recommencer un gros travail. Le repowering en Narbonnaise, c'est aussi l'occasion pour des installations existantes de corriger des effets. Parce qu'on peut aussi, sans forcément de mauvaise volonté, ne pas avoir mesuré des effets qu'il pouvait y avoir sur la biodiversité. Et le repowering, dans une négociation avec le parc, peut être l'occasion de déplacer, de modifier certains éléments pour que la biodiversité soit prise en compte. Donc beaucoup d'outils à disposition. Il faut que vous en empariez en tant que développeur, que vous les lisiez avant si possible. Et puis, comme je vous le dis, moi, si je me mets dans un modèle économique, c'est toujours intéressant de bénéficier d'éléments clairs sur le territoire où vous voulez aller. Et il y a un élément qui est fort quand même, c'est la corrélation avec le projet local. Un élément important pour les développeurs aussi, c'est de regarder le mix énergétique que le parc propose. Parce que ce mix, il a été construit avec les habitants.
c'est aussi, à mon avis, un élément favorable pour les développeurs pour réussir un projet. Dernier point, donc tout à l'heure, Thomas Aiglin a évoqué donc, le programme LIFE. Donc vous êtes dans une des composantes de ce programme LIFE sur les aires protégées et la biodiversité. Vous pouvez nous dire très rapidement, parce que ça a commencé il n'y a pas longtemps en fait. Effectivement, vous l'avez bien noté, il a démarré au mois de juillet. Donc vous donnez les conclusions d'un programme. Ça serait suspect si on a déjà les résultats en commençant. Vous avez eu concrètement du financement pour travailler sur l'impact des énergies renouvelables sur la biodiversité dans les aires protégées. En tant que parc, on s'est dit ce sujet de la biodiversité, il faut le mettre en exergue parce qu'on parle beaucoup de paysages, on a beaucoup d'outils. Alors sans revenir sur la genèse du projet, mais vous avez, je crois, déjà contacté des aires protégées. Alors, on a lancé, avant le mois de juillet, on a lancé un grand questionnaire auprès de tout type d'aires protégées. Ça va des réserves naturelles, passant par les parcs nationaux, à l'échelle européenne également. Et vous avez on a eu presque 140 réponses, 138 je crois, pour être très honnête. Et alors la tendance de ces réponses? Elles sont en train d'être analysées, parce que le questionnaire était riche, mais on a quand même fait un petit extrait que je peux vous livrer. Alors d'une part, je peux vous donner le classement des ENR les plus présentes globalement. C'est en 1 le photovoltaïque sous toutes ses formes, et avant l'arrivée de l'agrivoltaïsme. Donc je crois que le sol est en premier, et suivent ensuite toiture, et l'agrivoltaïsme arrive un peu plus tard. On a l'éolien en 2. On a ensuite tout ce qui est biomasse. D'accord, et l'an dernier, la méthanisation. C'est pas forcément représentatif. Là, on n'est ça pas sur des représente statistiques. sur ces 140 territoires qui sont très très larges quand même. Et alors, qu'est-ce qu'ils vous ont répondu sur le rôle des développeurs? Donc, ce qu'il y a eu, les demandes, elles ont été assez fortes. C'est-à-dire qu'il y avait d'abord, pour plus de la moitié, il y a peu ou pas de contact avec les développeurs lorsque des projets risquent d'impacter ou d'être fait sur les aires protégées. Il faut savoir qu'un projet d'un développeur qui est hors aire protégée peut quand même impacter celle-ci, parce que si vous mettez de l'éolien en périphérie d'une aire protégée, ça aura des impacts sur la vie faune et autres. Donc ce qu'il dit, c'est qu'il y a peu de contact, c'est ça? Enfin, à peu près la moitié disent ça. Voilà, il y a peu de contact. Alors globalement, il y a une insatisfaction générale sur l'analyse des mesures biodiversité qu'on demande dans les projets ENR de toute nature. D'accord. Mais il y a vraiment une envie d'en apprendre plus. Et puis le dernier point sur ce programme, on n'en a pas parlé pour l'instant, qui nous semble important, y compris dans le cadre des travaux nationaux avec l'ADEME et l'OFB, c'est que nous, dans ENR, on inclut aussi tout ce qui est infrastructure de transport énergétique. C'est-à-dire qu'on travaille aussi avec Enedis, RTE, GRT Gaz et d'autres, parce qu'une infrastructure de production, elle doit injecter dans le réseau. Et il y a des enjeux de biodiversité, de sol, je crois qu'on a parlé des sols, qui est un sujet un peu négligé, je dois bien le reconnaître. Et avec l'ADEME, nous soutient là-dessus pour travailler sur le sol et les ENR. Donc voilà pour vous résumer un peu ce qu'on est en train de faire. Bien résumé. Alors maintenant, écoutez, on va passer la parole. Je vais passer la parole aux opérateurs, représentés par Robin Dixon, donc pour France Renouvelable. Comment, donc apparemment, il y a une partie, plus de la moitié des aires protégées qui ont répondu au questionnaire, donc c'est 130 sur des milliers, mais voilà, qui se disent que finalement, on n'a pas beaucoup de contact avec les opérateurs en amont, c'est ça? Est-ce que finalement, comment les opérateurs, les développeurs travaillent avec les aires protégées, les parcs naturels régionaux? Est-ce que vous avez des retours d'expérience, parce que ça veut dire qu'il y en a quand même une partie qui ont des contacts, puisque c'est pas non plus 100%. Déjà, je m'associe à ce que disait Philippe sur les bonnes pratiques dans les aires protégées, c'est-à-dire et qui vont au-delà des pratiques dans les aires protégées, qui sont valables pour tous les projets, c'est-à-dire la concertation le plus en amont possible, l'implication des élus, des habitants dans les projets. C'est des bonnes pratiques que chez France Renouvelable on promeut auprès de nos adhérents. C'est quelque chose sur lequel on insiste, qu'on met en valeur régulièrement des élus qui se sont impliqués pour la transition énergétique, des projets qui sont vertueux. Donc je m'associe évidemment quand il y a des chartes de PNR, ça doit être un des premiers documents qui doit être consulté lorsqu'il y a une volonté de faire un projet dans un endroit. Je peux peut-être donner un exemple de projet qui sera dans un livret qu'on va publier vendredi. Donc on va publier 2 livrets de vulgarisation sur l'éolien, la biodiversité et le photovoltaïque et la biodiversité. Donc cet exemple-là, il n'est pas dans un parc naturel régional, c'est dans une zone Natura 2000 qui est aussi sous arrêté de protection de biotope. C'est une centrale photovoltaïque au sol qui est implantée sur un ancien aérodrome qui a été classé comme zone Natura 2000 a posteriori, sur lequel il y a eu un énorme effort d'évitement. C'est un site qui fait 285 hectares et où ils en ont implanté au final 30 hectares de photovoltaïque uniquement sur les parties pistes de l'ancien aérodrome.
Ils ont mis en place aussi tout un tas de mesures de restauration d'habitat. On était sur un habitat de pelouse sèche au milieu de grandes terres agricoles. Si on voyait une vue aérienne du site, ça fait un petit peu un oasis au milieu de grandes plaines agricoles complètement vides. Donc il y a des mesures de restauration d'habitat pour les pelouses sèches entre les espaces de panneaux, et il y a un suivi de la faune et de la flore qui sera assuré pendant 30 ans sur ce site-là. Donc on est sur un site protégé, une aire protégée, et tout ça se fait en lien direct avec le gestionnaire du site protégé, qui est le Conservatoire d'espaces naturels de Champagne-Ardenne, et qui est gestionnaire du site depuis 2011 et qui a été associé au développement du projet. Donc ça, je vous renverrai vers le livret pour en voir un petit peu davantage, mais c'est un exemple concret de ce qu'il faut faire. C'est-à-dire concerter, c'est-à-dire réfléchir le projet avec le gestionnaire du site. Et puis au-delà, les bonnes pratiques dans les aires protégées, je dirais qu'elles ne sont pas fondamentalement différentes dans des autres bonnes pratiques qu'on peut avoir sur les projets. C'est-à-dire l'évitement des zones à enjeux forts, la réduction des impacts par la suite, que ce soit en configurant le projet d'une façon moins impactante, autant pour l'éolien que pour le photovoltaïque, sur la disposition des panneaux, ce que je disais plutôt, la disposition des panneaux, la hauteur, etc. etc. Pour l'éolien, la mesure importante en termes de réduction, c'est le bridage. Aujourd'hui, on a des études, je pense notamment au programme OPREC qui avait été financé par l'ADEME, qui montrent que le bridage pour les chiroptères, lorsqu'il est bien paramétré, est quelque chose de très efficace. Je sais qu'il y a des opérateurs qui travaillent dessus pour l'affiner encore. Nous, on finance des études auprès du Muséum national d'histoire naturelle pour continuer à affiner ces bridages-là. Et quand on finance la connaissance, je rebondis ce que tu as dit plus tôt, c'est pas uniquement sur les ENR, c'est globalement, ne serait-ce que sur le comportement des chauves-souris. Évidemment, on l'applique aux ENR, mais c'est des données qu'on peut utiliser pour d'autres choses par la suite. Idem, le bridage, c'est qu'elles s'arrêtent, vous les arrêtez quand vous détectez qu'il y a des chauves-souris qui passent quand elles sont arrêtées lors des périodes les plus à risque pour l'activité des chauves-souris. Donc ça peut être sous certaines températures, sous certaines vitesses de vent, voilà. Là-dessus, il y a encore une page dessus dans le livret éolien biodiversité, je vous renverrai là-dessus. Donc voilà, c'est des bonnes pratiques qui sont mises en place. Et j'en étais sur le bridage, pardon. Oui, pardon. Et au-delà, on a aussi les mesures de compensation et d'accompagnement qui peuvent être mises en place, qui vont parfois très au-delà de l'impact que peut avoir un parc, pour le financement d'actions supplémentaires, pour la renaturation d'habitat, et là encore, je renvoie vers les livrets biodiversité où on a à peu près une quinzaine d'exemples qui sont répartis éoliens et PV, et qui pourront vous montrer des exemples concrets de bonnes pratiques de parcs éoliens et photovoltaïques. Alors je dis pas que tous les parcs font des choses à la perfection. Finalement, il y a pu y avoir des erreurs. Bon, on n'est pas à Disneyland comme disait Philippe. Il y a pu y avoir des erreurs. Maintenant, ce qu'on promeut, nous, c'est vraiment des bonnes pratiques. C'est celles que vous pouvez retrouver dans ces livrets-là, celles qu'on défend, et on espère que ce sont mises en place le plus largement possible. On voit qu'il y a de l'innovation. Pour avoir fait un petit peu un tour dans le salon aujourd'hui, on voit qu'il y a notamment plusieurs opérateurs qui communiquent sur les actions qu'ils mettent en place pour la biodiversité. Je pense à des actions pour les pollinisateurs, de recherche sur les pollinisateurs à proximité des parcs photovoltaïques et éoliens. Donc ça, c'est clairement une plus-value forte des développeurs ENR. Je pense à tous les systèmes de détection de l'avifaune. Il y en a plusieurs qui sont présents au salon aussi. Donc c'est des systèmes où on détecte les oiseaux, on l'identifie et on arrête les éoliennes pour avoir une optimisation de la protection de la biodiversité par rapport aux pertes que ça peut entraîner pour la production d'électricité. Et tout ça, c'est une technologie qui progresse très très vite. Pour l'avoir vu sur les 3 dernières années, on est quand même sur quelque chose qui s'est complètement transformé. Et c'est une bonne chose, que ça s'améliore encore. Et puis sur l'amélioration des connaissances, j'en profite, je fais un peu la pub aussi. On organise à Montpellier l'an prochain l'événement international sur biodiversité et éolien. Donc la Conference on Wind Energy and Wildlife Impact, c'est la 8e édition. C'est une conférence mondiale sur une semaine où tous les chercheurs du monde entier viennent pour discuter des impacts et des solutions aux problématiques de biodiversité sur les parcs éoliens. Donc un événement, je pense, qui peut intéresser beaucoup de gens ici. Du 8 au 12 septembre 2025. À Montpellier, voilà, toujours. Montpellier. Donc, merci. Donc voilà, pour montrer qu'on continue, on a un impact, on en est conscient, mais il y a aussi des façons aujourd'hui de le gérer, de le maîtriser, et c'est des bonnes pratiques qu'on va continuer à diffuser parce qu'il faut aller toujours vers une amélioration constante. Merci beaucoup. Je vois que Bertrand Schatz, donc, qui est directeur de recherche au CNRS, spécialiste des pollinisateurs, je sens qu'il trépine sur sa chaise depuis qu'il entend tout ça. Donc j'aimerais bien vous entendre pour savoir déjà ce que vous pensez des mesures qui sont prises par les développeurs en fait, pour limiter l'impact des installations
sur la biodiversité. Voilà. Est-ce que tout est à jeter à la poubelle ou est-ce que c'est quand même bien ce qu'ils font? Qu'est-ce que vous en pensez? Ce que j'en pense, c'est que les panneaux actuels impactent fortement la biodiversité. Alors j'entends que cet impact il est reconnu, ça c'est très bien. Là, on est sur des impacts, par exemple sur les pollinisateurs, on est à moins 86%. On est à moins 10 fois, 15 fois moins de pollinisateurs sous les panneaux. Donc là, on parle de centrales solaires. Hein. Là, vous parliez des éoliennes tout à l'heure. Oui. Sur les éoliennes, on est sur des impacts sur des chauves-souris énormes, on est sur des impacts sur des oiseaux énormes. Donc je comprends qu'il y a une prise de conscience, je comprends que vous voulez améliorer, mais pour l'instant, le compte n'y est pas. Quoi. Pour l'instant, il y a de la perte. Quand vous dites énorme, c'est en référence à, je ne sais pas, si on parle des linotensions, si on parle des pesticides, si on parle du réchauffement, voilà, qu'est-ce que vous appelez énorme en tant que chercheur? Est-ce que c'est pour autant acceptable? Là, on parle de souveraineté alimentaire, on parle de questionnement sur la conservation de la biodiversité. On a des espèces qui sont directement menacées par les ENR en tant que présence à l'échelle française. Donc, c'est des impacts importants. Voilà, et donc quelques mots sur le CNPN quand même ici. Je ne sais pas si c'est un mot maudit dans ces rôles. Mais en fait, nous, on essaye de faire juste respecter la loi en termes de recherche de solutions de moindre impact environnemental. Donc, c'est en termes de recherche d'emplacement. Donc, ça, je sais que c'est un gros problème pour les développeurs. Et une fois que la solution du moindre impact environnemental est choisie, il y a toute la séquence éviter, réduire, compenser qui s'applique sur les espèces, les habitats naturels et les fonctions écologiques. Et justement, sur les fonctions écologiques, par exemple, les pollinisateurs ne sont pas protégés, mais il y a la fonction écologique de pollinisation. Donc là, ce qu'on essaye de mettre en place, c'est une mesure de cette fonction écologique de façon à ce qu'elle soit prise en compte. Parce que je veux bien qu'il y ait quelques développeurs qui commencent à penser à l'idée de faire de la compensation pour les pollinisateurs. Mais pour l'instant, l'évidence, c'est que ça n'y est pas, quoi. Le compte n'y est pas. Donc, je précise que là, tout ce que vous dites, finalement, c'est vraiment par rapport aux centrales solaires au sol. Hein, ou... Par rapport à l'existant. Alors, par rapport aux éoliennes, il y a aussi des gros impacts. Hein. Quand on parle de bridage, la pale qui tourne, elle ne s'arrête pas comme ça rapidement. Il y a toute une phase de ralentissement. On peut aussi tourner les pales. Il reste des impacts forts. Hein. Sur la faune volante surtout, et puis il y a des impacts sur l'installation des éoliennes. Et donc le CNPN, on essaie juste d'appliquer la loi donc avec différentes mesures. On est en manque de retour d'expérience sur l'efficacité des mesures de compensation, sur l'efficacité de chaque mesure de réduction. Donc là, ça a été dit, hein, le temps de la recherche n'avance pas aussi vite que le temps du déploiement très, très accéléré des ENR. Donc il y a un décalage et on est content que les développeurs prennent conscience de cet impact, mais il y a encore une belle marge de progression. J'entendais parler de 40 à 50 millions pour la recherche. Moi, je ne vois rien arriver. Hein. Nous, nos financeurs, c'est l'OFB, l'ADEME, point. Quand vous parlez de 40 à 50 millions, je pense que vous vouliez parler des mesures de compensation ou des mesures directement... Je parle de l'argent qui est investi par les développeurs de ENR dans les études initiales, dans les mesures de compensation, donc dans l'étude de la biodiversité, je ne vais pas dire recherche, dans l'étude de la biodiversité, avant, pendant les projets et les mesures qui sont mises en réduction et compensation accompagnement. Ça serait bien de mettre en rapport avec la somme, le bénéfice. Parce que 40 à 50 millions comme ça en l'air, je ne sais pas ce que ça représente. 1%, 2%? Peut-être que si on doublait ce montant, ça serait peut-être plus intéressant pour la biodiversité. Moi, en termes de recherche, pour défantasmer un peu les choses, moi, du CNRS, je reçois 2 000 € pour travailler par an. 2 000, c'est ridicule. Donc avec ça, il faut que je paye mes thésards. 2 000 2 000 €. 2 000 € par an pour faire fonctionner, pour faire ma recherche. Voilà, c'est ridicule. De la part d'eux? Du CNRS. Ah, d'accord. Voilà. Donc je fais comment pour employer des thésards, aller sur le terrain, acheter un ordinateur, faire des conférences? Je fais comment? Donc nous, actuellement, en recherche, on a très très peu de moyens. À part l'ADEME et l'OFB, on a très peu de moyens. Donc face au déploiement donc, en fait, accéléré... Une des problématiques, c'est effectivement le manque de connaissances pour le suivi, de chercheurs, de moyens peut-être de la recherche pour faire des suivis sur les installations quand elles sont déjà là et comment ça se passe ensuite. C'est complètement. Ce manque-là. Moi, j'aimerais bien qu'à chaque projet d'ENR, il y ait un petit pourcentage pour la recherche, effectivement. Même 0,1%, hein. Mais ça serait mieux que rien.
Voilà, on en est là. Donc, il y a face à cette grande accélération des ENR, moi, j'aimerais bien que la recherche aille aussi vite. D'accord, vous, ce que vous appelez de la recherche, c'est la recherche peut-être fondamentale à partir de grands organismes de recherche. La construction. Et vous parlez des recherches de bureaux d'études appliquées, c'est ça, peut-être voilà. la différence. Moi, je parle de la recherche scientifique, avec des argumentaires, avec des phases témoins, avec des phases de test, une expérience. Qui prend du temps aussi. Qui prend du temps, et voilà. Comment on fait avec un réchauffement climatique qui accélère? Là, on a dépassé les 1,5 degré. On aurait dû anticiper depuis un moment. Oui, on aurait dû, et maintenant est-ce qu'on arrête tout? Non, maintenant, il faut injecter sérieusement de l'argent pour construire le retour d'expérience pour la conservation de la biodiversité, pour mettre en place des mesures de compensation qui soient efficaces, des mesures de réduction qui soient démontrées. Parce que pour l'instant, on est un peu dans le vague. Donc, c'est un peu le rôle du CNPN de faire cette veille scientifique et le rôle des chercheurs de faire ce qu'ils peuvent pour apporter des arguments pour mettre au point des mesures favorables à la conservation de la biodiversité. Alors, j'avais quand même une question. Je voulais vous demander si vous aviez quand même identifié des bonnes pratiques. Est-ce que vous êtes prêt à en parler, si vous trouvez qu'il y en a qui sont bonnes parmi les développeurs? Parce que des bonnes pratiques, oui, ça a été dit. La concertation citoyenne, l'anticipation, la discussion avec les aires protégées, mais on voit que ce n'est pas encore le cas. On peut citer par exemple le cas du PNR Grand Cause que je connais bien, où eux, ils ont fait un bilan à l'échelle de leur territoire sur la consommation, la production. Ils ont réduit leurs besoins énergétiques et ils ont augmenté leur production. Et ils ont donc une réflexion avec la population locale. Et ils ont fait des cartes de développement avec des identifications de zones de moindre impact pour aider les futurs développeurs à identifier leurs zones dans ce territoire. Et ils ont comme objectif global de produire 150% de ce qu'ils consomment, ce qui permet à ce territoire-là de dire non, nous, on est solidaires avec les autres territoires. On a identifié nos zones de développement. Si on remplit toutes ces zones, on produira 150% de notre énergie. Et donc, pour nous, notre territoire, on est autonome et solidaire des autres, puisqu'on va donner 50% de notre production aux autres. Donc ça a été fait en concertation avec la population. Il y a une carte des toitures qui sont équipables par des panneaux. Il y a des cartes de zones éoliennes qui sont équipables. Voilà, les emplacements sont prédéterminés. D'accord. Voilà, ces emplacements et pas plus. Mmh. Après, ce qui serait bien, c'est de rapprocher les zones de consommation avec les zones de production. Parce que produire là où il y a moins de contestation sociale et consommer dans les grandes villes où on ne perçoit pas l'impact sur la biodiversité, c'est un petit peu schizophrène comme situation. Oui, je comprends d'une certaine manière, mais en même temps, ça veut dire qu'effectivement, les énergies renouvelables, dans ce que vous dites, ne pourraient pas être dans les endroits loin des villes, et c'est un peu là aussi qu'on en a besoin, voilà. Apparemment, en termes de, si on prend les chiffres de la programmation pluriannuelle de l'énergie, enfin... Oui, les parcs photovoltaïques peuvent être installés à proximité des habitations, contrairement aux éoliennes. Et donc là, on pense à tous ces parkings, on pense à toutes ces toitures qui sont sous-équipées, on pense à plein d'endroits, des friches industrielles, à des zones dégradées, anciennes carrières et autres. Voilà, et ça, je pense que les développeurs connaissent tout ça très bien. Merci. Vous voulez dire un mot? Ou juste... Non, sinon je vais prendre beaucoup trop de temps. Donc, Ah oui, d'accord. non, 30 secondes, après on parlera de la séquence ERC, parce que justement on l'a abordé plusieurs fois. Peut-être revenir sur quelques points, sur les panneaux, sur les zones déjà anthropisées, c'est sûr que c'est un potentiel qu'il faut déjà exploiter. C'est un potentiel qui est mal connu aujourd'hui, qui est surestimé. Je me réfère là-dessus à une étude de l'ADEME aussi, qui estimait en 2019, tu me corrigeras si ce n'est pas les bons chiffres Thomas, mais de ce que j'avais vérifié, c'était à peu près 53 gigawatts qui étaient identifiés en friche, qui avait été réduit sur un potentiel déjà rapidement activable à 8 gigawatts, qui devait lui-même être minimisé. Je parle pour des friches. Quand on regarde les friches qui sont aujourd'hui sur le site Cartofriche, les 2 tiers font moins d'1 hectare. 1 tiers fait moins de 0,2 hectares. Ce n'est pas des friches qu'on peut activer rapidement pour des parcs solaires de grande taille. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'une installation solaire, plus elle est petite, plus elle coûte cher. Et si on veut une électricité à bas coût, je pense que tout le monde paye sa facture EDF aujourd'hui. Si on veut une électricité à bas coût, c'est aussi des réflexions à avoir. C'est pas si simple de Exactement. les mettre sur les lignes. Évidemment, c'est prioritaire. Okay. Et la question de la proximité entre les zones de production et les zones de consommation, c'est comme l'alimentation. On peut pas aujourd'hui, on ne peut pas produire tout ce que consomme une ville dans la ville pour l'alimentation.
C'est pareil pour l'énergie. Donc oui, ça est un peu général comme argument, mais effectivement, je crois qu'on n'a pas le temps d'entrer dans les détails. Juste pour terminer, l'exemple du PNR de Grande Côte où ils font 150%, c'est bien parce que c'est autonome et solidaire. C'est pas beaucoup de territoires veulent simplement être autonome et solidaire. C'est bien aussi de se dire voilà, on a conscience que certains ne peuvent pas être autonomes, donc soyons solidaires. Donc c'est une bonne pratique aussi. Merci beaucoup. Thomas Aiglin, donc pour l'ADEME, est-ce que vous pouvez peut-être développer la fameuse séquence ERC, donc éviter, réduire, compenser? Est-ce que vous avez des exemples de bonnes pratiques et si vous voulez réagir à ce qui vient d'être dit, vous pouvez également le faire. Ok. Alors, on prendra 5 minutes pour les questions-réponses entre 15h et 15h05, comme on a commencé en retard pour les questions un peu techniques. Allez-y. Ok. Je vais aller très vite, mais devant Bertrand présenter la séquence ERC. Tu me corrigeras si je me trompe, mais le principe, vous le connaissez tous, hein, c'est que l'objectif d'un projet, c'est d'atteindre le zéro perte nette de biodiversité. Et dans ce cas-là, il y a un cadre réglementaire qui est la séquence ERC, et je rajouterai S par rapport à la question qui se pose aujourd'hui. Il faut quand même développer très vite les projets et en même temps pouvoir être capable de les réajuster derrière. Donc le premier enjeu sur tous les projets qui vont avoir une occupation au sol, c'est d'éviter les endroits à plus gros enjeux. Et donc ça pose une question, c'est d'avoir les données disponibles pour pouvoir dire où est-ce qu'il ne faut pas aller. Et ça, on n'est peut-être pas toujours très au point sur la cartographie des enjeux. Quand on parle de l'éolien, où sont les chauves-souris, les gîtes à chauves-souris, sur l'avifaune, où sont les couloirs de migration, où est-ce que cette espèce protégée, quel est son domaine vital. Et du coup, là, il y a un gros enjeu pour nous et pour les scientifiques qui ont besoin d'argent pour travailler, c'est de pouvoir produire ce type de carte. Donc il y a des projets en cours. Nous, on travaille avec le Muséum d'histoire naturelle, avec le CNRS, l'Institut méditerranéen de biodiversité, pour produire ce type de carte pour l'avifaune et les chiroptères. Je pense qu'il y aura la même question pour les sols, sur la qualité des sols, éviter d'aller impacter des sols très riches en biodiversité ou d'un potentiel agronomique très fort. Donc là, il y a un gros enjeu d'outiller les développeurs, mais aussi les collectivités, pour qu'elles puissent derrière proposer des choses en termes de planification qui soient cohérentes. Et après, il y a toutes les actions que je dirais d'un second ordre quand même, mais qui sont très importantes, c'est la réduction. Alors Bertrand dit qu'on ne sait pas trop, mais quand même, on a des pistes, c'est juste qu'on ne sait pas encore très bien les quantifier. Mais par exemple, sur les panneaux photovoltaïques, on se doute bien qu'avoir une approche un peu agrivoltaïque où on va optimiser le retour au sol de la lumière et des précipitations sera plus intéressant qu'avoir des panneaux collés et au ras du sol. Je pense que c'est assez facile à démontrer. Il y a une hauteur, non, minimum maintenant pour les panneaux photovoltaïques pour justement réduire l'ombrage. Là, c'est assez intéressant. C'est là où en fait la science ne permet pas de trancher actuellement. Il y a des propositions de l'INRA, il y a des premiers travaux de l'équipe de Bertrand où on montre des effets par rapport aux fonctions du sol et des hauteurs de panneaux. Mais on a dû prendre des décisions avant. Il y a eu un arrêté qui a été publié en disant 1,10 m de hauteur pour les points bas, 2 mètres d'écart entre les panneaux. Mais en fait, ça a dû être défini à partir d'une littérature scientifique qui était très maigre. Ah oui, ça, donc on ne sait pas si c'est suffisant. On ne sait pas si c'est suffisant, mais il y a tout un enjeu maintenant à vérifier et à ajuster si on peut le faire. La compensation, sur certaines espèces, on sait déjà parce que il y a eu d'autres projets d'aménagement avant, mais il y a une partie, par exemple tout ce qui est avifaune et chiroptère, c'est très compliqué. Et puis on ne parle pas de l'éolien en mer. Et après, je pense là le point majeur sur lequel aussi les développeurs doivent s'engager, c'est sur la question du suivi, et d'un suivi assez long terme, parce qu'on va avoir des effets qui peuvent être très longs. Si on regarde par exemple l'effet de l'implantation d'une centrale photovoltaïque 2-3 ans juste après, en fait on aura l'effet du chantier. Donc l'enjeu, c'est de pouvoir suivre ce qui se passe sur les années à 5, 10, 20 ans pour pouvoir vraiment évaluer l'effet long terme et puis pouvoir ajuster. Voilà. Je complète ce qui est recherché. La partie évitée, elle est difficile parce qu'on est dans un déploiement, une accélération des ENR et donc c'est difficile de demander de réduire la surface. Donc le éviter, il est assez faible. Le réduire, il y a le parc et puis il y a aussi toutes les obligations légales de débroussaillement pour les risques incendies autour du parc. Donc ça constitue un gros impact.
Et il faudrait pouvoir savoir compenser tous les impacts, ce qui actuellement n'est pas le cas. Pour les compenser, il faut les connaître. Il faut connaître, de manière il faut les précise. quantifier de façon précise. Donc on sait que les bureaux d'études sont contraints dans le temps, sont contraints financièrement aussi. Et on manque de solutions pour compenser tout. Quand on parle de réduction de la qualité du sol, comment on réaugmente la qualité du sol sur des dizaines d'hectares ou des centaines d'hectares? Actuellement, on ne sait pas faire. Et puis la partie suivi, ok, on suit, mais il faudrait que les développeurs soient capables administrativement de revenir sur leur projet et de corriger leur projet. Après 10 ans, on peut être sûr qu'il y a eu un impact. Est-ce qu'ils le font? Est-ce qu'ils corrigent leur projet, les développeurs? Pour l'instant, administrativement, c'est faible et financièrement, ça nous semble très faible. Ouais. Pardon, je m'entendais pas. Il y a des, on met à jour les bridages. On rajoute un système de détection quand il n'y en avait pas, par exemple. Particulièrement pour l'éolien, où il est il est possible de mettre à jour en phase d'exploitation les modalités de bridage, en phase pour le photovoltaïque, on a moins de recul pour les suivis parce que les grandes centrales sont plutôt récentes et les suivis n'étaient pas aussi cadrés que les parcs éoliens. La question, je crois que c'était aussi le financement des suivis, en fait. Parce que les suivis sont obligatoires pour l'éolien. Pour le photovoltaïque, à partir d'une certaine taille, s'ils ont également une dérogation espèce protégée ou non. Donc les suivis sont obligatoires. Ils sont déposés sur les plateformes publiques. On est les premiers contributeurs. Après, c'est à l'administration de s'en saisir aussi et de les exploiter. Pour le coup, tous les suivis sont déposés. C'est à l'administration de s'en saisir. Alors, vous disiez que justement, il n'avait pas d'obligation administrative. Je ne sais pas si on atteint 10% des suivis promis, réalisés. Pour l'éolien, c'est obligatoire. Donc, pour le coup, ils sont tous... Qu'est-ce qui se passe si ce n'est pas fait? C'est simplement obligatoire. Donc, ils sont déposés. Là, il y a un contrôle de l'ADREAL. Il y a un contrôle des services ICPE qui sont de plus en plus renforcés. Et c'est une bonne chose aussi. Les suivis, ils sont faits, ils sont déposés. Si certains sites de DREAL sont mal faits pour les télécharger, comme l'avait fait remonter un bureau d'études qui étudie en ce moment les suivis de mortalité, c'est un problème. Mais en tout cas, ils sont faits, ils sont déposés. Ils sont consultables. Donc vaste question que le suivi. Je vous laisse la parole dans le public. Je pense qu'il y aurait une table ronde rien que sur ce sujet. Alors, si vous avez des questions, voilà, on prend 5 minutes pour des questions. La personne qui donne le micro, c'est vous? Il y a une dame qui veut poser une question. Est-ce qu'il y a d'autres mains qui se lèvent pour d'autres questions? Si vous voulez peut-être vous présenter. Tout à fait. Bonjour. Evelyne Depasse, je travaille pour une banque, la banque Triodos, qui est une banque qui est, en tout cas dans son objet social, a pour priorité les questions de durabilité. Et pourtant, effectivement, nous finançons aussi, et c'est dans la durabilité, beaucoup de projets d'énergie, donc des financements de projets d'éolien, de solaire, etc. Je vous entendais, j'entendais ces deux messieurs qui étaient plutôt du côté de la biodiversité et de sa défense. Et c'est vrai que c'est assez inquiétant à vous entendre de voir effectivement le peu de subsides et d'aides financières que vous avez. Je travaille dans un petit pays, même si on a beaucoup de projets en France, c'est la Belgique. Et pour connaître pas mal d'acteurs, je sais que de manière informelle, la Commission a proposé et a demandé au Conseil d'État en Belgique, quand le Conseil d'État a un litige qui oppose les défenseurs de la biodiversité et ceux qui s'occupent par exemple de transition énergétique, des développeurs éoliens, etc. Elle lui a demandé de manière informelle à ce Conseil d'État de choisir et de privilégier la transition énergétique, et donc au détriment de la biodiversité. Donc ma question, monsieur, est-ce que vous considérez qu'il y a, à côté de ce manque de moyens que vous notez, un manque de volonté politique? S'il y a un manque de volonté politique, est-ce qu'il y aurait-il éventuellement un manque de volonté citoyenne? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire, messieurs, vous qui êtes des professionnels, des experts, pour avancer plus? Vous avez votre poids. Et qu'est-ce que nous, en tant que citoyens, on peut faire plus? Je préciserai quand même, je parle à titre personnel, mais effectivement, la Banque Triodos s'intéresse à l'ensemble des projets et aussi, bien sûr, très fort à la transition énergétique. Donc voilà, merci beaucoup. Merci pour votre question. Donc, je crois qu'elle s'adresse en particulier à M. Schatz, donc pour le CNRS. Manque de volonté politique pour le financement des recherches, notamment sur la biodiversité et l'impact des énergies renouvelables. Le bon sens voudrait, par principe de précaution, qu'on ait une complète connaissance des impacts pour pouvoir les compenser. C'est un peu notre attitude au CNPN, c'est-à-dire qu'on essaie d'argumenter, on fait une veille scientifique, on essaie d'argumenter nos avis en fonction de ce qu'on connaît.
Et on n'est pas contre le développement des ENR, on est pour le développement de bonnes ENR dans des zones de moindre impact et avec une bonne compensation. Donc on aimerait travailler main dans la main avec les développeurs pour trouver des solutions. Le fait est qu'il y a un énorme déséquilibre financier. Je ne pense pas que... moi, les moyens qui sont mis à ma disposition sous forme d'appel à projet sont très faibles par rapport aux moyens des développeurs. Donc, il y a une loi plus contraignante, par exemple, des mesures plus que de la bonne pratique. Non, mais il y a juste un déséquilibre dans le contrat social entre la part accordée au financement de la recherche et un bon développement des ENR par rapport à une accélération des ENR impactante. Donc il y a des je ne dis pas que les développeurs ne prennent pas ça en compte, mais ils ne le prennent peut-être pas assez en compte. Merci. Merci. Alors, une dernière question, et puis si jamais quelqu'un a vraiment une question importante à poser, eh bien voilà, vous avez la dernière question, elle est pour vous. Et ensuite, on laissera la place à une table ronde sur l'hydrogène renouvelable et la mobilité. Merci. Bonjour, Marie Beyer, journaliste pour PV Magazine France. Ma question s'adresse aussi à vous, Monsieur Schatz. Il y a quelques mois, l'OFB s'est aussi doté, ou plutôt fusionné pour créer une nouvelle entité, l'Observatoire des énergies renouvelables et de la biodiversité. Je voulais savoir en quoi ça a impacté la recherche. À ce moment-là, je me souviens que j'avais discuté avec la directrice qui avait effectivement été assez claire sur le fait que c'était pour chercher du financement privé. Et donc était en question même de son propre avis la question du financement public de la recherche. Donc est-ce que ça a eu des impacts sur votre travail et sur le financement, ou est-ce que vous avez constaté, vous, des tendances notables ? On a enfin une zone, un centre de ressources où on va pouvoir avoir des informations, pouvoir échanger et pouvoir organiser des moments d'échange entre recherche, collectivités, développeurs. On a enfin cette zone-là. On a enfin une zone où déposer les résultats de nos recherches et où capitaliser les informations des développeurs. Ça serait intéressant que tous les développeurs mettent à disposition leur suivi de la biodiversité. Ça serait vraiment intéressant. On a enfin un espace de dialogue. Ce qu'on aimerait, c'est que cet observatoire il soit financé à la hauteur de l'enjeu. Parce que là aussi se pose la question du financement pérenne de l'observatoire. Donc il faut un financement ambitieux. Pourquoi ne pas imaginer un tout petit pourcentage qui va à cet observatoire dans chaque projet ? Je pense que là, on a besoin de postes permanents et on a besoin de construire le débat autour de cette problématique. D'accord. Merci beaucoup. Et écoutez, je vous remercie pour votre participation active et merci pour nos 4 intervenants.